Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir de recevoir un chercheur qui s'appelle Corentin Le Maguérès, qui va se présenter et qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet qui est extrêmement important en psychiatrie. C'est un sujet qui intéresse les chercheurs depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui, voilà, on a un cumul de recherches qui, avec le temps, eh bien, rend la discipline de plus en plus attractive. Et donc, on va parler de l'immunologie de l'inflammation et de ses liens avec la psychiatrie. Donc, merci infiniment d'avoir accepté cette interview. Vous avez récemment publié un papier dans un très grand journal, et donc bravo à vous, je vous en félicite. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis un petit peu ensuite nous parler de cette inflammation, de cette immunité, du rôle de tous ces éléments en psychiatrie? Bien sûr. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Donc, comme vous l'avez dit, je suis chercheur à l'INSERM, dans un institut qui s'appelle l'Institut du Fer à Moulins, qui est à Paris et qui s'intéresse au développement et à la plasticité du système nerveux. Alors, moi, plus spécifiquement, je m'intéresse au lien entre l'immunité et le développement du cerveau et comment des altérations de l'immunité impactent à long terme la fonction cérébrale. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on sait depuis quelques dizaines d'années qu'il y a un lien entre des altérations du système immunitaire, par exemple des infections, et les maladies psychiatriques. Et alors, c'est particulièrement bien établi dans le cas de la schizophrénie, où on sait que des infections, notamment des infections prénatales, même des infections prénatales classiques comme la grippe, sont un facteur de risque pour la survenue de la schizophrénie ensuite chez l'enfant. Alors, ça ne signifie pas qu'une grippe va causer la schizophrénie, c'est un facteur qui prédispose légèrement, mais c'est statistiquement significatif. Alors, la grippe est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres infections, y compris des infections bactériennes, des infections comme la toxoplasmose qui favorisent aussi la survenue ensuite de la schizophrénie beaucoup plus tard, puisque c'est une maladie qui se déclenche à l'adolescence ou chez le jeune adulte. Donc, tout l'enjeu des recherches actuelles, c'est de comprendre les mécanismes. Comment ça se fait, en fait? Comment est-ce que des altérations très précoces du système immunitaire, donc qui est très distinct du système nerveux, peuvent conduire à des altérations à long terme dans le cerveau? Alors, on a eu plus récemment une compréhension plus fine des mécanismes qui pouvaient être impliqués quand on a commencé à faire des études de génétique sur de très larges populations qui ont été rendues possibles par l'accès rendu très simple au génome humain, qu'on peut maintenant séquencer très facilement, et donc on peut le faire sur des dizaines de milliers de patients et d'individus témoins, et finalement analyser de manière statistique euh, comment des fragments du génome, donc des séquences de génome, sont associés à la présence d'une pathologie. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que dans le cas de la schizophrénie, certaines régions du génome qui codaient pour des gènes du système immunitaire prédisposaient à la pathologie. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'identifier des gènes spécifiques, donc, dont on sait qu'ils sont impliqués dans certains mécanismes, et de les associer à la schizophrénie. Alors, il faut savoir, peut-être il faudrait détailler un petit peu comment la schizophrénie se manifeste dans le cerveau, donc quels sont les marqueurs qu'on peut observer dans le cerveau des patients. Et ça, c'est des études qui remontent aussi à une vingtaine, une trentaine d'années maintenant. On sait qu'il y a une perte de synapses, donc de connexion entre les neurones à l'adolescence chez tous les individus. Chez tout le monde, il y a un foisonnement de connexions entre les neurones pendant l'enfance, et puis ça diminue à l'adolescence parce que seuls les Est-ce que c'est ce synapses... qu'on appelle le mécanisme d'épissage, entre autres? Alors, c'est l'élagage synaptique, en fait. Donc, c'est un phénomène qui correspond à la stabilisation, finalement, des connexions entre les neurones dont on a besoin. Et puis, comme il y en a beaucoup trop, on ne peut pas les maintenir toutes, donc on va en perdre. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans le cas de la schizophrénie, il y a une perte accrue de synapses à l'adolescence. Et ça, c'est vraiment bien établi maintenant, et c'est corrélé
à un amincissement du cortex, donc l'écorce du cerveau, ce qui est la partie la plus externe du cerveau, qu'on peut observer en imagerie cérébrale. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, on a compris, grâce à des recherches très fondamentales, que des processus de l'immunité étaient impliqués dans cette perte de synapses normale à l'adolescence. Oui, alors justement, juste pour vous interrompre quelques secondes, que les gens qui nous écoutent comprennent bien, quand vous dites qu'on peut voir à l'imagerie cérébrale cet amincissement du cortex, ce n'est pas pour un individu donné, c'est-à-dire que faire une IRM à un individu ne permet pas de savoir s'il est schizophrène ou pas, mais si on prend la moyenne des gens qui ne sont pas schizophrènes, l'épaisseur moyenne, et l'épaisseur moyenne des gens qui souffrent de schizophrénie, eh bien là, il y a effectivement une différence qui est statistiquement significative. Mais ce que veut dire notre collègue, ce n'est pas qu'on peut, avec une IRM, faire le diagnostic, bien évidemment. Non, bien sûr. On est pour l'instant complètement incapable de faire des diagnostics à l'aide de marqueurs de ce type-là. D'ailleurs, c'est un des enjeux, hein, c'est de pouvoir affiner éventuellement les diagnostics à l'heure de marqueurs, à l'aide de marqueurs, mais pour l'instant, on n'est pas capable de le faire de manière correcte. Donc, pour ce qui concerne cette perte de synapse qui est associée à l'amincissement synaptique, à l'amincissement du cortex, pardon, on a repéré que c'était lié à des gènes immunitaires. Et de manière vraiment intéressante, le facteur de risque le plus fort qui a été identifié dans les études génétiques dont je parlais tout à l'heure est un facteur qui s'appelle le complément. Et le complément est un agent bien connu du système immunitaire qui justement a été impliqué dans la perte de synapses, dans des travaux très fondamentaux. Donc là, l'enjeu, suite à ces découvertes génétiques, c'était de comprendre comment le complément peut agir sur le cerveau pour induire à la fois la perte de synapses, mais aussi d'autres marqueurs qui ont été associés au cerveau des patients schizophrènes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté de manière artificielle, grâce à de l'ingénierie génétique, l'expression de ce gène, qui s'appelle le gène du complément C4, chez la souris. Voilà, c'est ça, pardon. Voilà, dans le cerveau de souris. Alors, la souris, évidemment, ne peut pas reproduire la complexité des maladies psychiatriques humaines, mais c'est extrêmement utile parce que les grandes structures cérébrales et les grands processus de développement sont très similaires chez la souris et chez l'homme et chez tous les mammifères, en fait. Et donc, on peut comprendre beaucoup sur les mécanismes fondamentaux qui vont réguler la construction du cerveau grâce à la souris. Et ce dont on s'est aperçu en surexprimant ce gène dans le cortex de souris, c'est que non seulement on observait la perte de synapses dont je vous parlais, qui a été retrouvée chez les patients, mais aussi d'autres phénomènes qui, chez les patients, sont associés à la schizophrénie et qui touchent d'autres neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs, c'est les molécules qui passent d'un neurone à un autre, qui leur permettent de communiquer. Il y en a plusieurs sortes dans le cerveau. Et notamment, grands neurotransmetteurs classiques sont appelés glutamate et GABA. Bon, et ils ont des fonctions assez différentes dans le cerveau. On avait observé dans le cerveau des schizophrènes qu'il y avait des altérations spécifiques des neurones qui produisent le neurotransmetteur GABA, et là aussi, on les a reproduits dans notre modèle de souris, et on les a expliqués, c'est-à-dire qu'on a pu comprendre quel type de neurones dysfonctionnait, et que c'était associé en fait à une perte de leur excitabilité, c'est-à-dire qu'ils ont plus de mal à avoir une activité électrique qui leur fait libérer du neurotransmetteur vers les autres neurones. Donc ça permettait vraiment de faire le lien entre plusieurs altérations. Et comme on sait qu'on touche par les mécanismes immunitaires d'abord la perte de connexion entre les neurones, ça permet, entre certains neurones, qui en fait ceux qui émettent du glutamate, ça permettait de comprendre qu'en fait cette perte de synapse, cette perte de connexion entre les neurones
qui émettent du glutamate, elles causent d'autres dysfonctions qui sont caractéristiques de la pathologie. Et donc, ce travail nous a permis en fait d'explorer les mécanismes, de comprendre ce qui est causal, ce qui est premier dans la pathologie, et puis ce qui en est la conséquence. Donc ça, c'est la première information importante. Donc la première information, c'est d'abord que, ça nous permet de comprendre comment un gène de l'immunité va aller produire certains marqueurs typiques du cerveau des schizophrènes. Ensuite, ça nous permet d'expliquer plus profondément ces mécanismes, d'aller explorer les corrélats neurobiologiques de ces mécanismes. Et troisièmement, et c'est important aussi, ça nous permet d'avoir un nouveau modèle d'animal qui pourrait être pertinent pour tester certains traitements, parce que le but, in fine, c'est quand même de trouver de nouvelles manières de traiter. Il faut savoir que les antipsychotiques, donc les traitements qui permettent de soigner la schizophrénie, ont très peu évolué. Depuis des dizaines d'années, on utilise des molécules qui varient très légèrement, qui ont des principes d'action très légèrement différents, mais qui fondamentalement sont de la même classe. Et donc là, on pourrait avoir certaines cibles thérapeutiques qui seraient vraiment radicalement nouvelles. Et c'est là tout l'enjeu. On peut maintenant bénéficier d'un modèle animal qui permettrait de tester certains composés actifs permettant de cibler ces nouveaux mécanismes biologiques. On rappelle pour les personnes qui nous écoutent, le principe d'action de l'écrasante majorité des antipsychotiques disponibles, c'est en gros de bloquer la dopamine, de bloquer le signal dopaminergique en fait en donnant une molécule qui va venir se greffer sur les récepteurs à la dopamine de certains neurones et finalement empêcher soit totalement le signal, soit partiellement le signal. Et donc, voilà, les résultats sur la schizophrénie sont malheureusement partiels, ils ne sont pas mauvais sur une partie de la symptomatologie qu'on appelle le délire et ou l'hallucination, mais sur le reste de la symptomatologie, eh bien, ces médicaments ne sont pas du tout optimum. Et puis, bon, il y a un certain nombre d'effets secondaires. Et par ailleurs, les essais qui ont été faits avec des molécules dont on sait qu'elles agissent sur le GABA, le glutamate, eh bien, pour l'instant, ne sont pas effectivement concluants. Et donc, l'apport de ce modèle expérimental, il est extrêmement précieux. Voilà, on est encore au tout début de cette exploration des liens entre immunité et schizophrénie. Donc, tout ce qui apporte des nouveaux modèles permettra de tester beaucoup d'idées, beaucoup de concepts aussi qui sont encore très nouveaux. Alors, il ne faudrait pas rester avec l'idée que l'immunité est la cause de schizophrénie. Il y a vraisemblablement tout un ensemble de causes, dont un certain nombre d'ailleurs pourraient converger vers cette perte de synapses à l'adolescence, mais il y a tout un ensemble de facteurs génétiques et environnementaux qui vont prédisposer à la schizophrénie, qui d'ailleurs peut se présenter sous des formes très, très différentes, avec vraisemblablement des causes qui ne sont pas systématiquement les mêmes. Mais ce qui est certain, c'est que l'immunité est un facteur prédisposant. Tout à fait. Et puis on rappelle que même si effectivement, quand on fait des études, par exemple, de jumeaux adoptés, donc des personnes qui ont exactement le même patrimoine génétique et puis qui ont été adoptées dans l'enfance par des familles complètement différentes et donc qui ont un environnement différent, effectivement, dans la schizophrénie, comme dans d'autres troubles psychiatriques, la part explicable par la génétique est très élevée. Alors, dans la schizophrénie, en fonction des études, on est entre 70 et 80% en gros, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une part génétique importante, cette part génétique ne pas, par exemple, en partie, une part liée à l'immunité, par exemple. Ah oui, oui, absolument. Voilà. Absolument. C'est vraiment la convergence de plusieurs facteurs qui va favoriser certains phénomènes cérébraux à l'adolescence. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant dans ce contexte, c'est vraiment la durée en fait, de latence entre les infections, par exemple les infections chez la mère pendant la grossesse, et puis la survenue de la pathologie qui est très tard au cours du développement. Et donc, tout ça, c'est un ensemble de phénomènes qui sont très étudiés actuellement. Et on pense qu'il y a vraiment une activation
très précoce de certaines cellules responsables de l'immunité dans le cerveau qui vont continuer à être activées pendant très longtemps, tout au cours du développement. Et au moment où elles contribuent, ces cellules de l'immunité, à la perte de synapses dans le cerveau à l'adolescence, puisqu'elles y contribuent, et ça on le sait aujourd'hui très bien, leur activation précoce conduirait à ce moment-là à les faire avoir une activité particulièrement élevée et qui perturberait justement le raffinement du système à ce moment-là. Donc ça c'est aussi intéressant parce que ça permet d'expliquer comment la schizophrénie pourrait être une pathologie neurodéveloppementale précoce, donc avec des altérations très précoces du développement, et en même temps se manifester finalement assez tard, à un moment où le cerveau est quasiment construit. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est vraiment passionnant. Est-ce que vous pourriez, avec votre expertise, nous parler aussi un petit peu des liens avec d'autres pathologies psychiatriques? On sait que finalement, je ne veux pas dire que c'est toute la psychiatrie qui finalement peut s'intéresser à ces problèmes d'immunité, mais honnêtement presque, parce que quand on regarde les données sur les autres troubles, sur les autres pathologies, cette histoire d'immunité et d'inflammation en général, elle est présente pour quasiment tous les troubles psychiatriques. C'est vrai, il y a un lien très fort entre des altérations du système immunitaire et la dépression. Et c'est vrai aussi pour alors là, cette fois-ci, pour les infections précoces et les inflammations très précoces au cours du développement, et le trouble bipolaire et l'autisme. Alors, c'est un peu moins bien établi que pour la schizophrénie, où vraiment on a énormément de données, mais il semble que ce soit vrai aussi, enfin, que cette prédisposition soit présente aussi pour le trouble bipolaire et l'autisme. Alors, pourquoi est-ce une infection qui est a priori la même, qui n'est pas forcément spécifique, conduirait à des troubles différents ensuite, à des pathologies différentes? C'est vraisemblablement le terrain génétique qui explique ces différences, c'est-à-dire que l'inflammation non spécifique due aux infections, à des infections très précoces, pourrait agir sur des systèmes légèrement différents euh, en fonction en fait des gènes de chaque individu, donc de l'ensemble de gènes de prédisposition portés par chaque individu. Et évidemment, on est tous très différents de ce point de vue-là. On pourrait presque voir ça, pour simplifier les choses, comme un facteur de stress. Si vous voulez, quand vous avez une biologie familiale qui est propice au risque de dépression, au risque de schizophrénie, au risque de troubles bipolaires, au risque de TDAH, eh bien, on sait que les facteurs de stress qui tapent de manière très générale sur votre biologie, eh bien, risquent de précipiter un trouble qui finalement est déjà en vous, qui n'est pas forcément présent, qui n'est pas forcément précipité au sens strict du terme, certains disent décompensé, d'accord, mais finalement ce petit coup soit répété là, tout le temps, le petit stress permanent, je ne sais pas, moi, je vais caricaturer, mais pour un Parisien, vivre dans les embouteillages parisiens, c'est un tout petit peu de stress permanent, ou alors des stress plus ponctuels, mais peut-être plus lourds, ou évidemment l'association des deux, eh bien, va venir fragiliser une biologie favorable à tel ou tel trouble, parce que pour des raisons biologiques, génétiques, familiales, vous avez cette entre guillemets, j'aime pas le terme, mais fragilité. Donc, ce stress va venir décompenser les choses. Et bien finalement, on pourrait presque voir ces infections comme des facteurs de stress, des facteurs qui augmentent plus ou moins de manière importante le risque de précipiter un terrain qui est déjà présent. Oui, exactement. Oui, c'est très vraisemblablement l'association d'une multitude de facteurs sur un terrain génétique, sur un ensemble de facteurs génétiques prédisposants qui finalement va déclencher la pathologie. Et c'est vrai pour de multiples pathologies psychiatriques. On pourrait prendre l'exemple du cannabis et de la schizophrénie. On sait que toutes les personnes qui consomment du cannabis ne vont pas évidemment précipiter une schizophrénie, bien évidemment, mais probablement qu'un certain nombre de personnes avec un terrain favorable qui vont consommer du cannabis, eh bien, ce cannabis va venir précipiter les choses, tout comme il peut précipiter le passage à l'acte suicidaire sur des populations particulières. On avait interrogé à ce sujet un chercheur aussi italien qui était vraiment très intéressant sur ce sujet-là. Mais voilà, il y a comme ça des choses qui sont des facteurs précipitants.
Oui, exactement. Et on pourrait ajouter, oui, les traumas infantiles. Enfin, il y a vraiment tout un très grand nombre finalement de facteurs de risque, mais qui effectivement sont souvent liés au stress et à l'inflammation. Écoutez, merci infiniment. Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter pour conclure? Je pense qu'il faut encourager la recherche dans ce domaine, hein. Il y a vraiment énormément à faire et c'est des perspectives enthousiasmantes, mais voilà, il faut avoir des soutiens pour Ben, un grand merci le à travail. vous et il faut vraiment que la population soutienne nos chercheurs français pour pas qu'ils partent à l'étranger, entre autres problématiques. Donc, et puis, il y a aussi une problématique, j'ai un peu honte d'en parler parce qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être plus en difficulté que d'autres, mais il y a aussi un problème de rémunération des chercheurs français. Les chercheurs français sont quand même nettement moins bien rémunérés que les autres. Alors, ce n'est pas vous qui m'avez demandé de dire ça, c'est moi qui le dis, hein. Vous n'êtes pas du tout responsable de ça, ce sont mes propos. Mais je pense que la recherche française, elle est quand même très maltraitée. Et je pense qu'en plus qu'on maltraite la recherche française, je crois qu'on maltraite aussi les chercheurs français. Donc, bah, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Merci à vous pour cette invitation. Merci.